Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse aux enjeux de la santé auditive au travail. Ben oui, beaucoup de collaborateurs se plaignent du bruit. On en parlera avec Sébastien Leroy-Rocher, il est porte-parole et responsable du projet Association nationale de l'audition dans le cadre de la semaine de la santé auditive. Et puis le cercle RH, un débat, agir contre l'illettrisme qui est une forme d'handicap social pour plus d'1 million de collaborateurs. Comment faire, comment les accompagner, comment aussi les protéger. C'est un enjeu de sécurité. On en parlera avec 3 experts. Sabine Dujaric-Westlati, elle est responsable formation GSF. Mélanie Viennot, présidente du groupe Voltaire. Et Lamia Lalal, chargée de mission de la lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail. On fera le point avec eux. Et puis je serai accompagné évidemment, comme pour chacune de ces émissions, par Caroline de Senneville, journaliste décideur RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. On parle de la santé auditive au travail et on en parle avec Sébastien Leroy-Rocher. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et Bon, merci à vous. merci d'être là. Vous êtes avec nous en distanciel. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Porte-parole et responsable des projets Association nationale de l'audition. Alors rappelons qu'il y a eu la semaine de la santé auditive au travail, qu'à cette occasion, vous aviez commandé, réalisé un baromètre avec l'IFOP. D'abord, un premier sujet, on voit que quand même la majorité, 6 salariés sur 10, se disent gênés par le bruit. C'est un vrai sujet. Le bruit au travail est un vrai sujet et il ne touche pas uniquement les secteurs de l'industrie, du BTP, l'agriculture, c'est-à-dire les secteurs traditionnellement dits exposés au bruit. On voit d'année en année également la gêne du bruit qui concerne les open space, le commerce, les administrations et peu à peu, hein, les chiffres sont en train de se lisser. Donc c'est vraiment une problématique globale qui va toucher autant les RH que la sécurité, que la santé au travail, mais aussi la performance au quotidien. Un mot technique avant de s'intéresser aux solutions, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous proposez. Je lis dans votre étude que les effets sur la santé apparaissent dès 55-75 décibels. Ça correspond à quoi pour se situer? Dès qu'on parle à 2-3 sur un espace, hein, on atteint très vite 55-60. 70 décibels, si on est sur des espaces partagés de 6 à 10 personnes, l'après-midi, on y arrive facilement. Alors, on est en dessous des 80 décibels réglementaires. À partir de 80 décibels, il y a une obligation, hein, de réduction du bruit à la source et de protection des salariés. En dessous, effectivement, on n'a pas cette obligation-là, mais on se rend compte et les connaissances en neurosciences nous démontrent l'incidence santé. On est au-delà du simple caractère de bien-être, de sensation de bien-être au travail. L'incidence santé est de plus en plus mesurée et mesurable. Concrètement, les solutions, c'est quoi? Parce qu'on a vu que le bureau s'était totalement recomposé. Vous évoquiez les open space, des espaces partagés. On voit quand même que les entreprises font quelques efforts. Ils créent des cabines où on peut s'isoler pour passer des coups de fil, c'est-à-dire pas gêner les autres. C'est suffisant, ça? Ah, l'oreille, si je me concentre bien sur l'audition, l'oreille, les mécanismes de l'oreille, sachant que derrière l'oreille, c'est le décodage des informations par le cerveau qui nous amène à la compréhension de la parole et aussi à ce sentiment de se sentir en sécurité dans son environnement global. L'oreille a une caractéristique universelle, elle fatigue en cours de journée. Donc il nous faut gérer cette dose d'exposition sonore sur les espaces collectifs, que ce soit pendant le temps de travail, que ce soit au restaurant, au restaurant d'entreprise ensemble, en collectif, dans toutes ces activités, puis également en dehors du temps de travail. On est sur une période de sursollicitation des cellules sensorielles de l'oreille qui fait que, plus elles sont sollicitées, plus il y a un stress acoustique et plus les informations sont difficilement décodables par le cerveau. Et c'est là où ça nous joue tous des tours l'après-midi, notamment
et sur la fatigabilité de fin de journée. Les difficultés de concentration sont bien souvent issues de la fatigue de l'oreille en cours d'après-midi. Donc on a un vrai levier, l'oreille pour y venir a besoin de temps de récupération. Donc idéalement dans ces salles de repli, hein, on a des salles, effectivement de plus en plus d'entreprises qui construisent, qui mettent à disposition des salles de repli à 2, Oui. 3, pour justement avoir des temps de calme sonore dans ces espaces-là. Un mot sur les enjeux d'inclusion avant de nous quitter, parce qu'il y a aussi des collaborateurs, je pense des personnes en situation d'autisme par exemple, ou des personnes extrêmement sensibles au bruit, bien plus que la moyenne. Pour elles, c'est l'enfer. Alors effectivement, le bruit touche aussi, hein, les neurodiversités. Là, vous parliez de spectre d'Asperger ou d'autisme, mais il y a aussi toutes les problématiques auditives liées aux acouphènes, l'hyperacousie, c'est-à-dire cette sensation de son amplifié à l'intérieur de la tête, et puis les surdités en tant que telles. C'est pas parce que nous portons des solutions auditives que ça rend les oreilles supersoniques et que cette gêne du bruit ne concerne pas. Une personne malentendante va être d'autant plus effectivement gênée dans certaines situations par rapport à une personne normo-entendante. C'est là l'intérêt, hein, de travailler la circulation du bruit, l'absorption du bruit, corriger la réverbération du bruit sur le plan technique, offrir des espaces de calme sonore, mettre la visio lorsqu'on est en télétravail et en visioconférence, de manière à ce que les personnes puissent aussi s'appuyer sur la lecture labiale, sur les PowerPoint écrits, et de toute façon, ça va rendre service à tout le monde, puisque si l'oreille des Normands entendants est fatiguée en Ben cours oui. de journée, il y a forcément des petites difficultés de compréhension de la parole dans l'après-midi. Merci à vous. Votre baromètre, hein, IFOP 2024, est à découvrir, à retrouver sur votre site, hein. On est bien Sur d'accord? le site asso-audition.org. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet important, qui est un peu un angle mort des enjeux au travail et qui joue un rôle important, j'ai envie de dire, sur les enjeux de productivité. Merci de nous avoir rendu visite, cher Sébastien Leroy-Rocher, porte-parole et responsable des projets à l'Association nationale de l'audition. On tourne une page, tiens, on s'intéresse à un autre sujet, qui est un sujet problématique, l'illettrisme des collaborateurs, collaboratrices qui ont peine à déchiffrer, à lire, voire même à calculer. C'est un sujet, ça touche plus d'1,5 million de collaborateurs. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. C'est le Cercle RH et c'est le débat. Le Cercle RH, notre débat pour parler de l'illettrisme, la difficulté de déchiffrer, de calculer, parfois l'impossibilité de savoir lire tout simplement, qui est un frein, un handicap social et qui est un vrai sujet pour les entreprises lorsqu'elles recrutent. On en parle avec nos invités, on va faire une photographie de la situation, puis on essaiera de savoir ce qu'on met réellement en place pour accompagner ces collaborateurs, les faire grandir et puis tout simplement leur permettre d'être autonomes, parce que c'est un vrai sujet d'autonomie. On en parle avec vous, Sabine Dujaric, Westlati, ravi de vous accueillir, responsable formation chez GSF. Très grosse entreprise de quoi? De nettoyage, de propreté? De propreté et multiservice, puisqu'on est présent sur tout le territoire, mais également à l'international, avec un total de plus de 40 000 salariés sur le territoire, donc répartis un petit peu partout. Et on en parlera France. du pourcentage de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire qui ne savent Oui. pas lire, mais qui ont des difficultés pour déchiffrer, pour calculer, près de 20% chez vous. Oui. Donc c'est un sujet évidemment que vous avez pris à bras-le-corps. À vos côtés, Mélanie Viennot, ravie de vous accueillir, chère Également. Mélanie, présidente du projet Voltaire. On ne dit pas le groupe Voltaire. On dit projet Voltaire, Ouais, mais sinon, exactement. c'est un groupe de musique, le groupe Voltaire. Sinon, la projet Voltaire, c'est une entreprise et vous faites de l'accompagnement. Pour être précis, pas tout à fait sur les profils qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais vous les accompagnez. Comment vous définiriez le projet Voltaire? Alors, c'est une solution de remise à niveau en ligne pour la grammaire, de l'orthographe, de l'expression écrite et orale en général, qui peut être jouée, parce qu'on essaye de faire en sorte que ce soit ludique, en toute autonomie, ou accompagné, parce qu'effectivement, quand il y a des gens qui sont en difficulté, c'est mieux s'il y a un petit peu d'humain avec au milieu de tout ça. Ouais, ce qui permet aussi peut-être à des collaborateurs qui sont peut-être pas illettrés au sens propre
d'éviter de faire des fautes d'orthographe dans leurs mails, parce que j'imagine que ça part aussi de là. On en voit de plus en plus des fautes d'orthographe dans les mails. Lamia Halal est avec nous, elle est en distanciel. On vous accueille avec plaisir, chère Lamia, chargée de mission de la lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail. Ça s'appelle la NLCI. Merci d'être avec nous. Et puis Caroline de Senneville est avec nous, comme dans chacune de nos émissions. Ce sujet de l'illettrisme, vous l'avez expertisé, ausculté. Quelques chiffres d'abord pour faire une photographie de ce sujet. Des chiffres de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il y a 1,4 million d'adultes concernés en France et 55% des personnes qui ont des difficultés avec les compétences de base dont on a parlé, identifier les mots, comprendre un texte, écrire, sont en emploi. Parmi ces 55%, 30% sont une population ouvrière. Donc c'est un vrai sujet. Et peut-être un dernier chiffre. Allez-y. Selon les travaux réalisés par Pascal Moulette, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lyon, le coût généré par l'illettrisme pour les entreprises représente 2 à 5% de leur masse salariale en termes d'accidents du travail, d'absentéisme ou de défaut de fabrication. C'est un sujet important. Tiens, c'est intéressant, Sabine, parce que je vous vois dire oui de la tête quand on parlait des 20% sur un effectif de 40 000 au global. Vous avez calculé ce coût, vous aussi ? On n'a pas calculé le coût. Par contre, c'est un vrai enjeu de sécurité parce que la compréhension des consignes de sécurité, elles sont toutes en français. On a beau adapter nos supports parfois en langue étrangère. Quand un incident arrive, les alertes sont toujours en français. Donc, il est nécessaire que les gens puissent effectivement comprendre ce qui se passe et connaître les consignes et pouvoir se référer aux documents qui sont sur site, les déchiffrer et adopter les comportements adaptés. Lamia Halal, vous aussi, vous auscultez j'allais dire ce fléau, c'est pas un fléau, mais ce handicap social au sein du monde du travail, à travers cette difficulté à déchiffrer, à calculer, donc finalement à se couper du monde et de s'isoler. Comment c'est vécu, vous qui observez ce phénomène ? C'est quoi ? C'est des gens qui se replient sur eux-mêmes ? Parce qu'en général, on se cache, on se fait aider d'un collègue, on se fait accompagner discrètement, parce que on est un peu gêné, évidemment, d'avouer ce genre de choses. Effectivement, la problématique de l'illettrisme qui concerne, comme vous venez de le dire, donc plus de 1,4 million de personnes, d'adultes, donc qui ont été scolarisés en France et qui, pour X raisons, se retrouvent en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul. Ce sont des personnes qui, généralement, se cachent, qui utilisent énormément de stratégies d'évitement et de contournement pour pouvoir vraiment cacher leurs difficultés, puisqu'on a toujours un sentiment de honte, la peur d'être stigmatisé et d'être évalué. On est dans une société lettrée, on est dans une société où le diplôme a sa place, où le poids de l'école est très important. Donc, toute personne qui arrive à l'âge adulte et qui ne maîtrise pas ses compétences de base se retrouve en difficulté et du coup préfère plutôt utiliser toutes des stratégies d'évitement, de contournement, parfois même le déni par rapport à ça, et du coup préfèrent donc se cacher pour ne pas montrer leurs difficultés. Merci Lamia, vous restez évidemment avec nous. Je vous ai vu acquiescer. Alors, d'abord, j'ai entendu deux choses dans ce que nous dit Lamia. Un peu l'image d'Épinal, c'est de se dire que c'est une personne réfugiée en situation régulière, mais qui arrive depuis peu sur le territoire. Ça, c'est gérer l'image d'Épinal. Moi, j'entends quand même quelqu'un qui nous dit, on a quand même des personnes qui ont traversé l'école française et qui vont se retrouver à être embauchés dans des difficultés incroyables parce qu'ils savent à peine déchiffrer, lire, écrire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous récupérez en partie ces profils de collaborateurs. Oui, alors clairement, c'est des compétences de base qui sont moins travaillées aujourd'hui, parce qu'en fait, dans les emplois du temps, il y a moins d'heures consacrées à l'école sur le français déjà, mais sur l'ensemble des compétences. Parce que l'école doit tout faire maintenant. De plus en plus de choses en tout cas, et effectivement, clairement, il y a une réduction du nombre d'heures consacrées au français. Et en fait, au-delà de ces chiffres sur l'illettrisme, c'est une étude de l'OCDE qui est sortie il y a 1 an. C'est 28% des Français qui ont une faible compétence en littératie, donc qui ont des difficultés à comprendre et à utiliser l'information d'un texte. Donc effectivement, ça pose des questions sur des consignes de sécurité, parce que quand on est sur un niveau d'illettrisme, on est sur des consignes de sécurité simples qui ne sont pas comprises, mais dès qu'on est sur des consignes qui peuvent être un peu plus complexes, on a une population un peu plus étendue qui a ce type de difficulté. Et c'est une problématique de sécurité, c'est une problématique de crédibilité pour les personnes. Et effectivement, les stratégies de contournement qui étaient évoquées là, elles sont clairement à l'œuvre dans une société qui écrit de plus en plus
Et donc, c'est Ouais. de plus en plus difficile d'avoir ces stratégies de contournement. Donc c'est tout le paradoxe, parce qu'on est, on est beaucoup dans l'oralité, mais on fait des validations par écrit ou des retours de réunion. Si on peut passer 2 heures en réunion, puis derrière on passe 1 heure à tout écrire, ce qui est quand même complètement fou. Les salariés que vous rencontrez, parce que l'enjeu, et on verra le travail avec Caroline sur les managers et sur la formation, mais de votre côté, on entend Lamia qui nous dit c'est des gens qui se cachent, c'est des gens qui peuvent être dans le déni. Oui. Comment vous, excusez-moi d'être cash, mais comment vous allez les chercher? Comment vous dites à cette femme, à cet homme, il faut faire quelque chose? Ou est-ce qu'ils viennent à vous? Ça a été non, ils viennent pas à nous. Eh oui. Comme disait Madame, effectivement, il y a des stratégies de contournement qui sont déployées pour cacher, parce que c'est une honte Ouais. de pas savoir lire correctement, de pas savoir déchiffrer un texte. Par contre, voilà, nous on a des managers qui sont à proximité des agents de propreté et qui effectivement petit Voient. à petit, voilà, le voient. Et Ou le collègue qui dit attention, qui j'ai dit l'impression attention, qu'il- voilà, il y a, voilà, qui l'aide systématiquement pour la partie écrite. Et ça a été un de nos principaux axes, c'est-à-dire de ne pas partir sur vous êtes illettré, on va vous aider. C'est un mot très Voilà, connoté. c'est un mot qui est lourd de sens et qui est difficile à entendre. On a préféré passer par justement les managers et sensibiliser les managers et dédramatiser finalement ce problème avec les savoirs fondamentaux. C'est pas grave, ça fait partie des difficultés C'est la vie. que chacun peut avoir. C'est pas une honte et on voulait leur offrir de manière très massive l'opportunité de passer au-delà de ces difficultés-là. Les managers, justement, parce que là Caroline de Senneville, il y a l'enjeu de la formation des salariés en difficulté, mais vous dites formation des managers aussi. Formation des managers, comme vous le disiez, et aussi sensibiliser le médecin du travail, qui peut être un relais pour ces éléments, et communiquer des informations utiles aux salariés qui souhaiteraient un peu s'engager dans une démarche. Il y a, je le citais en introduction, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui a un numéro vert, les OPCO aussi qui peuvent proposer des formations, le tout étant de trouver des formations assez ludiques avec des formats courts pour que ça puisse capter l'attention. Je sais qu'on ne l'a pas fait, qu'on n'a pas travaillé le sujet, mais je le jette comme ça et je le pose sur la table. En cas d'accident du travail, il met de l'eau de javel à la place du produit qui était demandé parce qu'il n'a pas pu lire l'étiquette. Ça provoque une intoxication dans un EHPAD, exemple très concret. L'employeur est responsable ou pas? Oui. Donc vous vous On mettez a en une situation responsabilité. difficile et délicate. Oui. Tout à fait, puisqu'on doit prouver qu'il est capable de comprendre les consignes de sécurité qu'on lui a données. D'où l'importance d'accélérer. Projet Voltaire, les collaborateurs que vous accompagnez, ils vous disent quoi? Parce que bon, il y a quand même des gens qui rentrent dans votre entreprise, qui s'assoient en distanciel, j'imagine, et qui vont progresser en grammaire et en orthographe. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Ils sont allés à la piscine pendant les cours de français? Alors, en fait, on ne rentre pas du tout dans ces questions-là. Il s'agit de prendre une situation et de faire progresser tout le monde, et Voilà. plutôt de manière ludique. C'est pas de la psychologie, C'est absolument pas. c'est ça. C'est surtout le message, c'est on peut se remettre à niveau, c'est sans C'est douleur. possible. C'est possible, c'est sans douleur, quel que soit son niveau de départ. On a au projet Voltaire, au-delà de l'application en elle-même, on a des moyens de faire venir les gens sur cette application qui sont plutôt ludiques. On a clairement un jeu d'évasion. Alors on dit un escape game, mais nous on est projet Voltaire, alors on dit un jeu d'évasion. Oui, Que attention. vous avez testé d'ailleurs. Très bien d'ailleurs. Hein, et qui permet en fait de dédramatiser tout ça et de dire en fait tout le monde fait des fautes, vous en faites, c'est pas grave, on va faire une petite remise à C'est le niveau. diag ou c'est le diag en fait, ce petit parcours? C'est pour faire un diagnostic? Non, c'est de la j'imagine. sensibilisation. C'est la sensibilisation. Ouais, Et après, clairement. j'imagine qu'il y a un Ouais. diagnostic un peu plus Tout à fait. affiné Oui, tout à fait. pour situer les enjeux. Je ne voudrais pas qu'on se quitte parce que ce sujet-là, il impacte moins peut-être les collaborateurs que vous accompagnez. Juste, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans vous avoir posé la question. Qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils ont été formés, accompagnés, et que tout d'un coup, c'est comme si leurs yeux s'ouvraient, c'est-à-dire qu'ils étaient au contact du monde qui les entourait? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez des retours? On a des pardon. Allez-y. Nous, on les emmène vers une certification, ce qui est souvent pour eux un premier diplôme. un premier diplôme. Et il y a une fierté qui s'exprime, qui est Ouais. absolument extraordinaire. On le voit dans leurs yeux quand on leur remet Évidemment. leur diplôme. Et on découvre des histoires individuelles. C'est vraiment... Et c'est là que la psychologie arrive. Voilà. C'est, chacun va suivre ces formations qui sont quand même engageantes, parce que pour réapprendre à lire, à écrire, etc., À 30 ans, à 25 ans, à à 40 25 ans. ans, à beaucoup plus À tard. beaucoup plus, ouais. Des fois, c'est 150 heures de formation, c'est sur plusieurs mois. On est accompagné par un organisme de formation qui est habitué à ce public-là. Donc, c'est des formations qui sont vraiment engageantes. Et c'est vrai que quand ils terminent à la fin, ils nous racontent leur histoire.
Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour aider les enfants, parce que maintenant ils sont autonomes pour faire leurs démarches administratives. L'autre fois, on en avait un qui voulait se marier, il fallait qu'il remplisse tous ses papiers à la mairie. C'est des histoires individuelles à chaque fois et ça donne du sens vraiment à tout cet accompagnement. Et vous pouvez vous appuyer sur eux pour les faire grandir. Lamia, dans les propositions de solutions, parce que là on voit évidemment le projet Voltaire, on entend l'accompagnement, on voit leur joie une fois qu'ils ont traversé cette espèce de tunnel de réapprentissage. C'est quoi les solutions? C'est de former, détecter, que le RH pose la question en amont, et encore faut-il que la personne ait le courage de le dire, c'est pas si simple. Alors, il y a plusieurs solutions. La première des solutions, c'est d'en parler. Parce qu'en parler, c'est vraiment avancer. Après, la question des managers posée à juste titre, elle est très importante. Parce que si on n'a pas l'implication des managers, on ne peut pas vraiment avancer dans une entreprise. Il faut intégrer le sujet dans une démarche beaucoup plus large, beaucoup plus stratégique. Intégrer la question du développement des compétences de base, lire, écrire, compter, mais également cliquer, parce qu'il y a le numérique aussi qui est très important, dans une démarche beaucoup plus large. Et on a des moyens, il y a des outils qui existent, il y a des solutions qui existent. L'une des premières solutions, c'est de mesurer les risques de l'illettrisme dans une organisation. Et pour cela, on peut utiliser l'outil EvaPro, donc, qui est un outil de mesure des risques qui permettrait d'avoir des indices sur l'impact, sur la performance collective, sur la qualité de vie et sur la sécurité au travail, sur la question organisationnelle et sur la question RH. Il permet également de mesurer ce fameux coût caché qui est de 2 à 6%. Par la suite, il faut aller vers la question de comment aussi identifier les besoins des personnes de manière objective. Et pour cela, l'agent a mis en place un service public qui est l'outil EVA pour pouvoir diagnostiquer et objectiver les besoins des personnes, pour pouvoir mettre en place par la suite un accompagnement beaucoup plus large qui peut être dans le cadre de la formation, donc de développement des compétences de base, mais ça peut être aussi, parce qu'il n'y a pas que la formation, donc il peut y avoir également de l'accompagnement via du mentorat, via du tutorat, etc. Donc il y a des solutions qui existent. Merci, les OPCO sont là pour pouvoir accompagner également. Deux choses, on entend la formation des managers, un diagnostic plus global, on entend électronisme, et ça c'est un sujet qu'on ne voulait pas oublier avant de nous quitter, parce que écrire à la main, regarder des panneaux de sécurité et envoyer des mails, qui est un outil aujourd'hui courant pour tous les Français, sauf pour ceux qui peinent à savoir écrire. Oui, l'électronisme qui est le pendant numérique de l'illettrisme. Il y a 15% de la population adulte âgée de 15 ans ou plus qui est concernée en France. Vous l'avez évoqué, il y a des impacts notamment sur les démarches en ligne. Et selon un baromètre qui a été réalisé en 2022 par le CREDOC notamment, 29% des Français n'avaient accompli aucune démarche administrative dématérialisée au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Alors ça touche des collaborateurs, vous précisez, ça touche aussi des personnes âgées qui sont parfois complètement déconnectées du sujet. Ça intègre aussi ces personnes-là de plus de 70 ans ou 80 ans, même si certains, à 80 ans, cliquent très très bien sur le mulot. L'électronisme, c'est le pendant numérique, enfin c'est le même sujet. Vous le traitez, j'imagine, c'est la même chose. C'est le sujet. Dans le programme qu'on a développé, GSF Chloé, il y a Chloé, c'est compter. Il y a Eva, il y a Chloé, décidément, ça en fait des prénoms. Compter, lire, outils numériques et écrire. Ça fait partie des savoirs fondamentaux qu'on traite effectivement dans ce programme-là. Et dans une extension, puisque certains ont besoin du calcul, de l'écriture, de la lecture, et d'autres sont vraiment centrés uniquement sur la partie électronisme. Et ça fait aussi partie de nos problématiques aujourd'hui. Donc on essaye de développer un nouveau programme qui est vraiment centré sur l'électronisme, parce que c'est un enjeu pour demain. Les smartphones, tout le monde a un téléphone, Exactement. Pouvoir évidemment écrire, envoyer un mail, enfin d'avoir une autonomie. Vous traitez cette question-là aussi, ou c'est pas adressé au sein du projet Voltaire? Alors, de fait, parce qu'on traite des questions de langage, on traite ces questions-là. En fait, tous les outils numériques, quels qu'ils soient, encore plus aujourd'hui avec... Et que vous êtes à distance. Il faut que la personne puisse ouvrir quand même le Teams de base. Oui, alors après, ça peut être accompagné par quelqu'un physiquement à côté. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, même ChatGPT, c'est pas une béquille du tout. C'est un amplificateur de toutes ces difficultés-là. Et en fait, ces questions d'électronisme, ces questions de comment est-ce qu'on se saisit de ces outils-là, cette question, elle dépend très clairement de la maîtrise du langage. Donc en fait, à partir du moment où on travaille sur cette compétence de base, on travaille aussi sur ces compétences-là, oui.
Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est... Rien. Je vous pose la question sur la productivité. On entend Lamia quand même sur les coûts cachés. Parce qu'on voit bien l'enjeu. On voit bien sûr l'enjeu de dignité du collaborateur qui retrouve confiance, qui reprend vie, j'ai envie de dire. Mais côté entreprise, j'imagine que vous y retrouvez, pour le dire un peu cash. Vous avez des gens plus engagés, plus compétitifs. Ça a des impacts énormes en termes d'engagement, en termes de fidélisation de nos collaborateurs, en termes de coopération aussi au sein des équipes. C'est vrai que quand on a une équipe qui passe par le programme GSF Chloé derrière, voilà, il y a une communication qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi avec l'encadrement. Donc on y gagne bien évidemment là-dessus. Lamia, juste, on ne l'a pas évoqué avec vous parce que c'était Mélanie Viennot qui évoquait cette question je reste encore sans voix d'imaginer qu'on est resté 10 ans dans un parcours scolaire public et qu'on soit obligé de se reformer à 40 ans parce que l'école ne nous l'a pas apporté. C'est quoi le portrait robot de la personne en difficulté ou en illettrisme? C'est des personnes qui viennent d'arriver sur notre territoire récemment ou c'est des personnes qui majoritairement ont traversé l'école? Je dis bien l'ont traversé. Alors, si je peux me permettre, il n'y a pas de portrait robot. Il y a des situations d'illettrisme parce que les besoins sont différents, les parcours sont différents et surtout les parcours de vie et la relation à la scolarité sont différents. C'est le portrait, si on parle de portrait, je vais vous dire que c'est un adulte de 18 à 65 ans ou même au-delà qui a été scolarisé en France, qui pour des raisons de santé, donc de problématiques de santé ou des relations un petit peu d'échec à l'école, ou un parcours un petit peu décousu, quelqu'un qui malheureusement était obligé de changer d'école, ou quelqu'un qui a une relation un petit peu donc difficile avec la scolarité, avec la question de l'école et qui se retrouve à l'âge adulte en difficulté avec ses compétences de base, la lecture, l'écriture. On a parlé également du numérique, mais ne pas oublier aussi une autre compétence essentielle et qui représente quand même 9% donc de la population, soit 3,2 millions, c'est les problématiques avec le calcul et l'innumérisme. Donc la problématique de l'innumérisme fait partie également de ces compétences de base, lire, écrire, compter et cliquer. Quand on pense illettrisme, on pense aussi calcul. Dans ma tête, c'était comme ça, mais peut-être que ce n'était pas aussi précis. Non, juste peut-être un détail, la ruralité semble jouer un petit peu parce que près de 2/3 des personnes concernées vivent dans des zones rurales, selon toujours l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. C'est le profil des personnes qui poussent la porte du projet Voltaire ou pas? Alors, nous, on fait de la remise à niveau pour des gens qui sont très en difficulté ou des gens qui sont à la recherche de l'excellence. Donc, en fait, là aussi, nous non plus, on n'a pas de portrait robot. Et donc, en fait, on adresse ces sujets-là vraiment de donc la vous avez plus des grande passionnés de grammaire qui veulent faire la dictée de pivot. Exactement. Et il y a ceux dont le manager lui a dit « tu devrais peut-être passer par le projet Voltaire » pour éviter de faire 10 fautes d'orthographe par ligne. L'objectif est que celui-là devienne un passionné de grammaire. Et qui finisse par faire la dictée de pivot. Voilà. Écoutez, merci d'être venu nous éclairer sur un sujet qui est effectivement là aussi un angle mort un peu des sujets du travail, parce qu'on les cache, on les met sous le tapis. Merci d'être venu nous éclairer sur l'action que mène GSF. Merci à vous, Sabine Dujaric, West Lati, responsable formation GSF, avec le programme Vera. Chloé. Et Vera, c'est Lamia. Eva. Et voilà. Et paf, Lamia Halal, chargée de mission lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail, l'ANLCI. Et avec votre programme, donc, Eva. Ben vous ne suivez pas dans cette émission. Et merci à Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire, l'accompagnement pour être meilleur. Là, on n'est pas tout à fait dans l'illettrisme pur et dur, pour être meilleur. Merci à vous, Caroline de Senneville, de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Loïc à la réalisation. Merci à Paul au son. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.